La Révolution haïtienne fut l'un des événements les plus marquants de l'histoire des Caraïbes, car une population d'esclaves noirs renversa la domination coloniale, abolit l'esclavage et établit son propre gouvernement. Tout a commencé par une cérémonie vaudou au Bois Caïman en août 1791 dirigée par Cécile Fatiman. Explorons son histoire. Dans la nuit du 14 août 1791, l'un des événements les plus importants de l'histoire d'Haïti a eu lieu. Cela s'est produit à Bois Caïman, ou forêt des alligators en anglais, un lieu situé sur la côte nord de l'île d'Hispaniola, dominée par la célèbre grotte de Bois Caïman, et non loin du port colonial français du Cap Haïtien. Le lieu choisi était symbolique et aurait semblé encourageant à ceux qui ont assisté à l'événement au clair de lune dans la nuit du 14 août. Il s'agissait d'une cérémonie vaudou, présidée par une jeune prêtresse vaudou, ou Mambo, du nom de Cécile Fatiman, et un chef esclave du nom de Doti Boukman. Des milliers d'esclaves de la colonie française de Saint-Domingue, qui correspond aujourd'hui à Haïti, étaient présents pendant que Fatiman et Boukman menaient la cérémonie. Boukman a dirigé les événements au début, s'adressant à la foule et les implorant de, je cite, « rejeter l'image du Dieu des Blancs qui a soif de nos larmes. Écoutez la liberté qui parle dans tous nos cœurs. » Ensuite, Fatiman s'est avancée et a commencé à danser au milieu de la foule. Plus tard, certains récits suggéreraient qu'elle avait été possédée par l'esprit d'Erzouli, un esprit du vaudou, après quoi elle sacrifia un cochon créole en lui tranchant la gorge. Les personnes présentes furent alors enduites de sang du cochon sur le front, bien que d'autres sources affirment que les participants devaient en boire le sang comme serment envers leur cause. Ceci marqua le début d'une révolte contre la domination coloniale française, aboutissant à la Révolution haïtienne. Alors, qui était cette jeune prêtresse Mambo qui avait supervisé la cérémonie à l'origine de tout cela ? Malheureusement, les premiers détails de la vie de Cécile Fatiman sont assez limités. Il existe même un débat sur le lieu de sa naissance. Certains récits affirment qu'elle est née en Afrique de l'Ouest et qu'elle a été réduite en esclavage puis transportée à travers l'Atlantique vers les Caraïbes alors qu'elle était encore enfant. Mais ces récits sont presque certainement incorrects. Étant donné la façon dont elle était intégrée dans la culture des esclaves de Saint-Domingue au début des années 1790, son rôle lors de la cérémonie du Bois Caïman et son âge à l'époque, Fatiman est plus probablement née à Hispaniola. De plus, son prénom Cécile indique qu'elle est née sur une plantation esclavagiste française. Une théorie spéculative concernant Fatiman soutient qu'elle était en réalité métisse et qu'elle était née d'une femme esclave originaire d'Afrique et d'un colon de Saint-Domingue dont le nom de famille était von Neuhoff. Ce von Neuhoff était un homme d'origine allemande et franco-italienne dont le grand-père était Théodore Ier de Corse. Théodore a eu une vie mouvementée. Il était le fils d'un noble allemand de bas rang et fut un temps soldat, diplomate puis colonel. Il a voyagé à travers toute l'Europe et est brièvement devenu le roi autoproclamé de l'île méditerranéenne de Corse en 1736, plusieurs décennies avant que cette île ne devienne une partie de la France. Cette théorie suppose également que Fatiman était un nom dérivé de son deuxième prénom Atiman et que son véritable nom de famille était en réalité Croix-Quadride, faisant de Cécile une parente de Marie-Louise Croix-Quadride, qui deviendra reine d'Haïti en 1811. Certains vont plus loin et affirment que les deux avaient la même mère et étaient en réalité sœurs. C'est une théorie d'origine intéressante, mais hautement spéculative. D'autres détails de la jeunesse de Fatiman reposent sur des bases plus solides. Décrite comme une femme grande, aux yeux verts perçants et saisissants, elle avait de longs cheveux fins et devait avoir un teint plus clair que la plupart des personnes réduites en esclavage à Hispaniola à l'époque, étant donné la théorie ultérieure selon laquelle elle était métisse. On pense qu'elle était née en 1771 et qu'elle n'avait donc que 19 ou 20 ans au moment de la cérémonie au Bois Caïman. Ainsi, sa formation en tant que prêtresse Mambo du vaudou a commencé très tôt, alors qu'elle était encore adolescente ou peut-être même plus jeune.
La religion vaudou était apparue à Hispaniola comme une fusion des traditions religieuses ouest-africaines et du catholicisme romain des Français et des Espagnols sur l'île. Au XVIIIe siècle, lorsque Fatimane a été formée comme prêtresse, c'était une religion majeure à laquelle la majorité de la population esclave adhérait. En tant que mambo, Fatimane avait plusieurs fonctions. Celle-ci comprenait la direction des rituels vaudous, l'organisation d'initiation pour les nouveaux prêtres ou prêtresses, la divination, l'interprétation des rêves, la réalisation de sorts, la création de potions, la guérison des malades et le fait d'agir comme un réceptacle pour la possession par les esprits de la religion. Comme cela s'est produit cette nuit-là à Bois Caïman en 1791. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Au-delà de ces détails sur sa jeunesse, nous savons que Fatimane épouserait Jean-Louis Pierrot, un homme, son aîné, né en décembre 1761, qui devint par la suite un haut commandant militaire lors de la Révolution haïtienne. Fatimane a joué un rôle central en 1791 dans le déclenchement de l'un des événements les plus importants de l'histoire haïtienne et, en fait, de l'histoire plus large de toute la Caraïbe. Pendant plus de 200 ans, les Antilles ont été l'épicentre de la traite atlantique des esclaves. D'énormes profits pouvaient être réalisés ici grâce à la culture de la canne à sucre et à la production de sucre pour les marchés européens. Pourtant, comme les peuples autochtones des Caraïbes avaient en grande partie été décimés au XVIe siècle par des maladies européennes comme la variole et la rougeole, les Espagnols, les Néerlandais, les Français et les Britanniques avaient transporté des millions d'esclaves vers les Caraïbes pour fournir de la main-d'œuvre dans les plantations de canne à sucre. Cela signifiait qu'au XVIIIe siècle, la grande majorité de la population des îles était d'origine africaine et n'attendait que l'occasion de se libérer de ses chaînes. En Haïti, qui à l'époque faisait partie de l'île d'Hispaniola, contrôlée par la France comme l'une de ses colonies aux Indes occidentales, connue sous le nom de Saint-Domingue, cette occasion s'est présentée au début des années 1790, alors que des troubles secouaient la France pendant la Révolution française. C'est dans ces circonstances que Fatimane a supervisé la cérémonie vaudou au Bois Caïman en 1791. Le rôle de Fatimane dans la révolution haïtienne par la suite n'apparaît que partiellement. Nous savons qu'une semaine après la cérémonie au Bois Caïman, des centaines de propriétaires d'esclaves français à travers l'île avaient été tués et que la plupart des plantations étaient en train d'être reprises par les esclaves. Par la suite, la région sous leur contrôle a été renommée Haïti et organisée par la population anciennement asservie, avec plus de 100 000 esclaves désormais libérés. Des milliers de propriétaires de plantations ont été tués dans les mois suivants. Nous n'avons pas de détails précis sur ces déplacements à cette époque, mais nous pouvons supposer que Fatimane est resté proche de ceux qui dirigeaient la révolte, des hommes comme Jean-François Papillon, Georges Biassou, Jean-Jacques Dessalines et Toussaint Louverture.
Son mari, Jean-Louis Pierrot, est également devenu un commandant important dans la rébellion, et donc elle serait restée proche à la fois des dirigeants politiques et militaires. La Révolution a connu de nombreux rebondissements durant la décennie suivante et après. Le gouvernement français a soutenu les rebelles en abolissant l'esclavage dans ses colonies. Par la suite, la Grande-Bretagne et l'Espagne, ennemies de la France, sont intervenus à Hispaniola vers 1795, mais à la fin des années 1790, les rebelles, qui étaient de plus en plus dirigés par Louis Louverture, avaient en pris le contrôle d'Haïti. Napoléon Bonaparte a tenté de réimposer le contrôle au milieu des années 1800, mais une nouvelle guerre a permis à Haïti d'assurer son indépendance et d'émerger comme le premier ancien pays d'esclaves libres des Amériques. Le rôle de Fatimane dans les premières étapes a été très important, et on peut supposer qu'elle a continué à jouer un rôle en coulisses tout au long du processus. Après l'indépendance, Haïti a été proclamé empire sous Jean-Jacques Dessalines. Le peuple était plein d'espoir, mais le pays était politiquement divisé. L'empire n'a pas duré longtemps car en 1806, Dessalines a été assassiné lors d'un coup d'État. Haïti a alors été divisé en deux régions, contrôlées par des régimes rivaux, avec le président Henri Christophe dirigeant l'État semi-féodal du nord d'Haïti et Alexandre Pétion dirigeant la République du Sud, plus tolérante. En 1811, Christophe s'est proclamé roi Henri Ier de l'État d'Haïti, mais il était très impopulaire. Après avoir subi une attaque cérébrale et alors que le soutien à son règne diminuait, il s'est suicidé en 1820. Son fils de 16 ans, André, a été assassiné 10 jours plus tard. Après cela, Jean-Pierre Boyer, le successeur de Pétion à la présidence, a réuni le nord et le sud du pays pour former la République d'Haïti. En 1822, il a annexé la nouvelle Haïti espagnole indépendante, ce qui a placé toute l'île d'Hispaniola sous un seul gouvernement haïtien. Il restera président pendant un peu moins de 25 ans, plus longtemps que tout autre dirigeant haïtien. Les détails de la vie de Cécile Fatiman après la Révolution haïtienne sont presque aussi frustrants et obscurs que ceux de sa jeunesse. Elle et Jean-Louis eurent 2 enfants, Marie-Louise Émilie et Pierrot Alexis. Son mari était un prince d'Haïti dans les années 1810, pendant la période du gouvernement monarchique. Par la suite, il servit brièvement comme président de la République d'Haïti en 1845 et 1846, faisant de Cécile la première dame, mais ils divorcèrent un temps plus tard. La légende raconte que Cécile a vécu jusqu'en 1883 et qu'elle est donc morte à l'âge avancé de 112 ans. Que cela soit vrai ou non n'est pas confirmé. Comme pour tant d'autres aspects de sa vie, son statut de centenaire et les circonstances de sa mort sont entourés de mythes et de mystères. L'héritage de Cécile Fatiman aujourd'hui est assez vaste. Elle occupe une place unique dans l'histoire des débuts de la Révolution haïtienne, mais cela est en soi quelque peu particulier. Car bien qu'elle ait sans aucun doute été une figure centrale dans les tout premiers jours de cette révolution, alors qu'elle commençait en Haïti avec une cérémonie vaudou, nous savons étonnamment peu de choses sur sa longue vie par la suite. Pendant bien trop longtemps, son rôle dans les événements des années 1790 a été éclipsé par des figures plus connues comme Louis Louverture et Dessalines. Mais depuis une dizaine d'années, une nouvelle génération de chercheurs a commencé à s'interroger sur ce que le rôle de Fatimane dans les événements de 1791 révèle sur l'implication des femmes dans la révolution haïtienne et la politique de l'époque. Ainsi, de nouveaux détails sur sa vie émergent progressivement des archives haïtiennes, même si les documents la concernant restent limités. Mais bien que les détails sur sa longue vie soient relativement minimes, elle continue d'occuper une place importante dans la religion vaudou en Haïti en raison de son rôle dans la Révolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Cécile Fatiman, j'espère qu'elle vous a intéressé. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous et si vous avez d'autres suggestions. Laissez-les aussi en commentaire. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur sortie. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain Forgotten Life. Merci.